History Secrets. Au cours des 100 dernières années, une transformation silencieuse s'est produite dans la manière dont les sociétés humaines organisent leurs énergies. Une transformation si profonde qu'elle a façonné non seulement l'économie, mais aussi la façon dont nous pensons, travaillons et ressentons. Nous vivons aujourd'hui dans la société la plus riche de toute l'histoire de l'humanité. Et en même temps, l'une des plus anxieuses. Pour comprendre ce paradoxe, nous devons observer une idée centrale qui a émergé au cours du dernier siècle. L'idée que l'argent est devenu, d'une certaine manière, le nouveau centre de l'existence humaine. Pas seulement un instrument d'échange, mais un objectif absolu. Une sorte de divinité abstraite qui organise toute la vie sociale. L'argent est à la fois rien et tout. Rien parce que ce n'est qu'un symbole. Tout parce qu'il contrôle pratiquement toutes les décisions humaines. Lorsqu'une société accepte que l'argent représente une valeur absolue, quelque chose de curieux se produit. Les gens commencent à consacrer toute leur vie à son accumulation. Même lorsqu'ils possèdent déjà plus qu'ils ne pourraient utiliser. L'objectif cesse d'être de satisfaire des besoins réels. L'objectif devient la quête de l'argent elle-même. Un processus infini. Sans conclusion claire. Sans point final. Mais ce n'est pas la seule innovation qui a façonné l'économie moderne. Il existe un deuxième élément fondamental qui a contribué à orienter l'énergie des sociétés humaines. La création systématique de l'anxiété. L'anxiété n'apparaît pas seulement de manière spontanée dans la société. Elle peut être produite, organisée, structurée. Et lorsque cela se produit, les gens commencent à concentrer leurs énergies de manière beaucoup plus intense. Ils travaillent davantage, produisent davantage, entrent davantage en compétition. L'un des outils les plus efficaces pour générer de l'anxiété est la dette. La logique est simple. Imaginez que quelqu'un vous prête une grande somme d'argent. Peut-être $1 million. Au début, cela semble être une opportunité. Un avantage. Une impulsion pour avancer dans la vie. Mais avec cet argent vient une obligation. Une dette qui doit être remboursée. Et généralement, cette dette inclut des intérêts. Avec les intérêts, la situation se transforme. Parce que la dette cesse d'être seulement une somme à restituer. Elle devient une structure permanente de pression. Une obligation qui peut accompagner quelqu'un pendant des décennies. Ou même toute sa vie. Dans de nombreux cas, la dette n'est jamais complètement éliminée. Elle change simplement de forme. S'étend, se réorganise, mais reste présente. Ce mécanisme crée un type d'anxiété très spécifique. Une anxiété productive. Une anxiété qui maintient les gens constamment actifs. Toujours en train de travailler. Toujours en train de produire. Toujours en train d'essayer de payer quelque chose qui semble toujours un pas plus loin. Cette dynamique permet d'extraire beaucoup plus d'énergie d'une société que ce qui serait possible dans des conditions normales. Mais la dette n'est pas le seul mécanisme utilisé pour générer cette pression sociale. Il existe aussi un deuxième élément puissant. L'inégalité. Lorsqu'une société établit une division claire entre riches et pauvres, elle crée un type spécifique d'incitation psychologique. La classe moyenne observe la pauvreté et craint d'y tomber. Cette peur fonctionne comme un moteur invisible. Une impulsion constante pour travailler davantage, produire davantage, entrer davantage en compétition. En même temps, l'inégalité crée une promesse implicite. La promesse d'ascension. L'idée qu'avec suffisamment d'efforts, n'importe qui peut monter dans la hiérarchie économique. Même lorsque, en pratique, cette mobilité est extrêmement limitée. Ce qui importe n'est pas seulement la mobilité réelle, mais la perception de possibilités. Parce que cette perception maintient les gens engagés dans le système. Il existe encore un troisième mécanisme qui aide à maintenir cette structure en fonctionnement. La destruction périodique de la richesse. Cela peut sembler paradoxal. Mais, dans de nombreuses situations historiques, détruire la richesse a été une manière de redémarrer le système économique. Lorsqu'une société accumule trop de richesses, un phénomène curieux se produit. Les gens commencent à travailler moins, deviennent plus complaisants, plus détendus, moins disposés à entrer en compétition. Pour ceux qui souhaitent maintenir une société hautement productive, cela peut être vu comme un problème. Et la solution apparaît souvent de manière dramatique. Crise économique. Effondrement financier. Événements qui détruisent la richesse accumulée.
et oblige la population à tout reconstruire. Imaginez un scénario simple. Des paysans travaillent pendant des années, produisent de grandes quantités de grains, construisent des greniers pleins. À un certain moment, ils disposent de réserves suffisantes pour vivre confortablement. Ils n'ont peut-être même plus besoin de travailler autant qu'avant. Maintenant, imaginez que ces greniers sont détruits. Incendiés, pillage, effondrement économique. Soudain, toute cette sécurité disparaît. Et le cycle de travail recommence, avec encore plus d'intensité. Dans cette logique, les guerres et les crises cessent d'être seulement des accidents historiques. Elles commencent à fonctionner comme des mécanismes structurels au sein de certains systèmes économiques. Des événements qui redémarrent le cycle productif. Des événements qui restaurent l'anxiété collective. Des événements qui remettent toute la société en mouvement. Cela aide à expliquer l'un des paradoxes les plus étranges du monde moderne. Il n'y a jamais eu autant de richesses. Il n'y a jamais eu autant de technologie. Il n'y a jamais eu autant de capacités productives. Et pourtant, les sociétés modernes restent profondément anxieuses, endettées, sous pression, dans un état constant d'urgence. Cela se produit parce que certains mécanismes ont été perfectionnés au fil des siècles. Des mécanismes capables d'extraire le maximum d'énergie humaine. 3 d'entre eux se distinguent. L'illusion de liberté, la centralité absolue de l'argent, et la production constante d'anxiété. Ces 3 éléments forment la base d'un système extrêmement puissant. Un système qui façonne les comportements, définit les priorités, et oriente la vie de milliards de personnes. Mais pour comprendre complètement comment ce système fonctionne, nous devons analyser un autre phénomène. Un phénomène qui relie le pouvoir économique, la mobilité globale et des structures invisibles d'organisation. Le phénomène connu sous le nom de capital transnational. Pour comprendre le fonctionnement du capital transnational, nous devons observer un changement fondamental survenu dans la structure du pouvoir économique. Pendant une grande partie de l'histoire, la richesse et le territoire étaient profondément liés. Les grands propriétaires terriens dépendaient directement de l'endroit où ils vivaient. Leur richesse était attachée au sol, à la production locale, à la population qui travaillait sur ce territoire. Mais, avec l'avancée du capitalisme global, cette relation a commencé à changer. Progressivement, le capital est devenu mobile, capable de traverser les frontières, capable de se déplacer rapidement vers de nouveaux centres économiques. Cette mobilité a créé un nouveau type d'élite. Une élite qui ne dépend pas d'une seule nation, ni d'une seule société. Une élite dont l'engagement principal n'est pas envers le territoire, mais envers le capital lui-même. L'objectif devient simple. Protéger le capital et le faire croître, indépendamment de l'endroit où cela se produit. Lorsque les tensions sociales augmentent dans un pays donné, le capital peut simplement se déplacer. Les entreprises changent de siège. Les investissements migrent. Les fortunes sont transférées vers de nouvelles juridictions. Ce processus n'est pas rare dans le monde contemporain. En réalité, il est devenu une partie normale du fonctionnement de l'économie globale. Aujourd'hui, de nombreuses personnes extrêmement riches choisissent de vivre dans des endroits comme Dubaï, Hong Kong ou Singapour, pas nécessairement parce qu'elles aiment ces lieux, mais parce que ces centres offrent des conditions favorables au capital, des impôts plus faibles, des environnements réglementaires plus flexibles, une plus grande protection du patrimoine. Ce phénomène crée une réalité curieuse. La richesse devient de plus en plus globale, tandis que la majorité des gens restent profondément liés à l'endroit où elle vit. La classe ouvrière possède rarement la même mobilité. Elle dépend de l'économie locale, des emplois disponibles, des structures sociales autour d'elle. Cette différence crée un déséquilibre structurel. Un groupe peut se déplacer librement à travers le monde. L'autre reste prisonnier des circonstances locales. Ce système forme ce que certains penseurs appellent le capital transnational. Un réseau mondial de richesse qui opère au-dessus des frontières nationales. Mais une question importante se pose alors. Comment ce capital parvient-il à fonctionner à l'échelle mondiale ? Parce que déplacer de l'argent entre les pays n'est pas seulement une question technique. Il existe un problème bien plus profond. La confiance. Lorsqu'une personne arrive dans un nouveau pays, elle ne connaît généralement personne. Elle ne possède pas de réseaux sociaux locaux. Elle ne sait pas en qui avoir confiance. Et pourtant, d'énormes flux de capital traversent la planète chaque jour.
Au cours de l'histoire, l'une des solutions trouvées à ce problème a été la création de réseaux fermés. Et réseaux de confiance. Des structures organisées qui relient des personnes puissantes dans différentes régions du monde. Dans certains contextes historiques, ces réseaux ont pris la forme de sociétés discrètes. Des groupes qui partagent des valeurs, des codes et des intérêts communs. Ces structures permettent aux membres d'un même réseau de coopérer même dans des lieux éloignés. Elles fonctionnent comme des systèmes parallèles de confiance. Ces organisations ne naissent pas seulement pour des raisons mystérieuses ou conspiratrices. Elles répondent à des besoins pratiques, des besoins de coordination, des besoins de coopération entre élites économiques, et des besoins de maintenir des intérêts communs au fil du temps. Au sein de ces réseaux, différentes classes sociales commencent à développer des visions du monde très distinctes. La classe commune, souvent appelée historiquement paysanne ou ouvrière, possède des aspirations relativement simples. Fonder une famille, gagner sa subsistance, vivre une vie stable, participer à des traditions religieuses, trouver un sens moral dans la vie quotidienne. Ces traditions religieuses mettent généralement l'accent sur des vertus comme la bonté, l'humilité et la compassion. Elles enseignent que l'individu doit être une bonne personne, doit agir avec honnêteté, doit rechercher une vie moralement correcte. Ce type de vision du monde fonctionne bien pour des sociétés stables, des sociétés dans lesquelles la coopération sociale est essentielle. Mais les élites qui administrent des systèmes économiques complexes font face à des dilemmes différents. Pour maintenir des structures de pouvoir et de contrôle, elles doivent souvent prendre des décisions difficiles. Des décisions qui peuvent provoquer de la souffrance, des crises économiques, des conflits sociaux, ou même des guerres. Cela crée une tension psychologique profonde. Parce que les êtres humains ont des limites morales naturelles. Même les personnes puissantes éprouvent des difficultés à accomplir des actions qui nuisent aux autres. Alors une question fondamentale se pose. Comment quelqu'un peut-il accomplir des actions moralement difficiles sans entrer en conflit avec sa propre conscience? La réponse implique un mécanisme psychologique connu. Le transfert de responsabilité. Lorsqu'une personne croit qu'elle ne fait qu'obéir à des ordres, son sentiment de culpabilité diminue. Elle cesse de voir l'action comme un choix personnel et commence à la voir comme faisant partie d'un système plus vaste. Ce phénomène a été démontré de manière impressionnante dans une célèbre expérience de psychologie sociale. À la fin du XXe siècle, le psychologue Stanley Milgram a mené une étude à l'université de Yale. L'expérience était simple. Les participants croyaient administrer des chocs électriques à une autre personne. Chaque erreur commise par la victime entraînait un choc plus fortant. En réalité, la personne qui recevait les chocs était un acteur. Mais les participants ne le savaient pas. Milgram voulait observer jusqu'où quelqu'un irait en obéissant à une autorité. Les résultats ont été surprenants. De nombreux participants étaient prêts à infliger une douleur intense à une autre personne, même lorsqu'ils percevaient que cela semblait moralement incorrect. Pourquoi? Parce que la responsabilité semblait venir d'en haut, d'une figure d'autorité. Ainsi les participants pouvaient se dire « Je ne fais pas cela de ma propre volonté. Je ne fais que suivre des instructions. » Ce principe psychologique est extrêmement puissant. Il permet aux individus de participer à des systèmes complexes sans se sentir personnellement responsable des conséquences. Au sein de certaines structures sociales, cela peut prendre des formes encore plus élaborées. Rituels, symboles, récits qui attribuent les décisions à des forces supérieures, des forces divines, des forces historiques, ou des forces inévitables du système. Lorsqu'une personne croit servir une force plus grande, sa perception de la responsabilité change. Elle commence à se voir comme un instrument, et non comme l'auteur. Cette logique peut apparaître sous différentes formes au cours de l'histoire. Religion, idéologie, structures symboliques qui justifient des décisions difficiles, des structures qui permettent aux individus d'agir sans sentir qu'ils portent tout le poids moral de leurs actions. Et c'est à ce moment que la discussion sur le pouvoir, l'économie et la psychologie humaine devient profondément complexe. Parce que les systèmes sociaux ne sont pas soutenus uniquement par des ressources matérielles. Ils dépendent aussi de récits. Des récits qui expliquent pourquoi les choses sont comme elles sont. Des récits qui rendent acceptables les structures de pouvoir. Des récits qui aident les individus à vivre avec des décisions difficiles. Comprendre ces récits est essentiel pour comprendre comment fonctionne le monde moderne. Parce que, derrière les institutions économiques et politiques, il existe toujours une dimension psychologique, une dimension invisible,
mais extrêmement puissants. Lorsque nous observons l'histoire des sociétés humaines, nous réalisons que les structures de pouvoir se maintiennent rarement uniquement par la force. Elles dépendent de quelque chose de plus profond. Elles dépendent de systèmes de croyances, de récits capables de justifier des décisions difficiles et d'organiser le comportement collectif. Ces récits ne sont pas seulement des histoires. Ils fonctionnent comme des mécanismes psychologiques qui permettent aux individus d'agir au sein de systèmes complexes sans se sentir personnellement responsables de toutes les conséquences. Au sein de nombreuses structures de pouvoir, apparaît alors la nécessité de construire une explication supérieure. Une explication qui place les décisions humaines sous l'autorité de quelque chose de plus grand. Quelque chose qui transcende l'individu. Cela peut être Dieu. Cela peut être l'histoire. Cela peut être le destin. Ou même des forces invisibles qui seraient censées gouverner le monde. Ce type de structure symbolique remplit une fonction importante. Elle permet aux personnes impliquées dans des décisions difficiles de croire qu'elles n'agissent pas uniquement par intérêt personnel, mais pour une cause plus grande, pour une mission, pour un objectif historique. En transférant la responsabilité à une autorité supérieure, la tension morale diminue. L'individu cesse de sentir qu'il est seul face aux conséquences de ses choix. Au cours de l'histoire, différents groupes ont développé des symboles et des mythologies qui remplissaient exactement cette fonction. Certains ont eu recours à la religion, d'autres à des philosophies politiques. D'autres encore ont créé des structures organisationnelles avec leurs propres rituels et codes. Ces systèmes fonctionnent comme un langage commun, une manière d'aligner les comportements au sein des groupes de pouvoir. Lorsque nous analysons ces phénomènes avec attention, nous réalisons qu'ils ne surgissent pas uniquement pour des raisons spirituelles. Ils possèdent également une dimension pratique, une dimension organisationnelle. Ils servent à créer une identité collective. Ils servent à renforcer les loyautés internes. Ils servent à maintenir la cohésion entre des individus qui partagent des intérêts similaires. Mais il existe aussi un élément psychologique encore plus profond. Un élément lié à la manière dont les êtres humains gèrent le pouvoir. Prendre des décisions qui affectent des milliers ou des millions de personnes n'est pas quelque chose de simple. Ces décisions impliquent souvent des pertes, des conflits, des crises, des sacrifices sociaux. Pour ceux qui sont au centre de ces décisions, la charge psychologique peut être énorme. C'est pourquoi de nombreuses structures de pouvoir développent des mécanismes symboliques qui aident à répartir cette charge. Rituels, récits, codes internes. Ces éléments créent un environnement dans lequel les décisions semblent faire partie d'un processus inévitable, d'un destin historique, d'un ordre supérieur qui dépasse la volonté individuelle. Dans ce contexte, des figures symboliques apparaissent souvent. Des dieux du temps, des dieux de l'ordre, des archétypes qui représentent des forces impersonnelles gouvernant le monde. Ces figures fonctionnent comme des métaphores de concepts plus larges. Contrôle, structure, discipline, ordre social. En invoquant ces symboles, les individus peuvent réinterpréter leurs propres actions. Ce qui semblait auparavant être un choix personnel devient une partie d'un processus plus vaste. Un engrenage dans une machine historique. Cela réduit le sentiment de responsabilité individuelle et renforce la cohésion au sein du groupe. En même temps, ces récits aident à expliquer pourquoi certaines décisions semblent inévitables. Hier, crise économique, transformation sociale profonde. Au lieu d'être vues uniquement comme des choix humains, elles commencent à être interprétées comme des événements nécessaires au sein d'un système plus large. Ce type de pensée a une conséquence importante. Il crée le sentiment que les individus ne contrôlent pas totalement l'histoire, qu'il existe des forces structurelles plus puissantes, des forces qui orientent le cours des événements. Cette perception peut alléger la culpabilité, mais elle peut aussi renforcer les structures de pouvoir. Parce que, lorsque les gens croient qu'ils ne font que remplir un rôle au sein d'un ordre inévitable, ils deviennent plus disposés à accepter des décisions difficiles. Des décisions qui, dans d'autres circonstances, pourraient être remises en question. Des décisions qui pourraient susciter de la résistance, mais qui commencent à être perçues comme une partie naturelle du fonctionnement du monde. Ce phénomène aide à expliquer pourquoi des systèmes complexes peuvent se maintenir pendant de longues périodes. Ils ne dépendent pas seulement de la coercition. Ils dépendent aussi de croyances partagées. Des croyances qui organisent les comportements.
Des croyances qui structurent la perception de la réalité. Des croyances qui transforment les structures de pouvoir en quelque chose d'apparemment naturel. Cependant, ces structures ne sont jamais complètement stables. Il existe toujours une limite à la pression sociale, une limite à l'inégalité, une limite à l'anxiété collective. Lorsque cette limite est dépassée, quelque chose commence à changer. Au cours de l'histoire, nous observons à plusieurs reprises le même schéma. Lorsque l'exploitation devient excessive, lorsque l'inégalité devient trop évidente, lorsque l'anxiété collective atteint des niveaux insupportables, les sociétés entrent dans des moments de rupture. Révoltes, transformation politique, changement profond dans la structure du pouvoir. Dans ces moments, les récits qui soutenaient le système commencent à perdre de leur force. Les gens commencent à remettre en question le fonctionnement des institutions, commencent à remettre en question la légitimité des élites, commencent à remettre en question le système économique lui-même. Et lorsque cela se produit, une nouvelle phase historique commence à se former. Parce que l'histoire humaine n'est pas statique. Elle se déplace en cycles. Cycle de construction, cycle de tension, cycle de rupture et cycle de reconstruction. Peut-être que l'aspect le plus important de comprendre ces cycles est de réaliser quelque chose de fondamental. Les systèmes sociaux sont créés par des personnes, soutenus par des personnes, et finalement transformés par des personnes. Comprendre comment ces systèmes fonctionnent ne signifie pas accepter toute leur structure. Cela signifie simplement voir plus clairement les mécanismes qui façonnent le monde moderne. Des mécanismes qui agissent dans l'économie, dans la politique, dans la psychologie collective, et dans la manière dont nous organisons nos sociétés. Parce qu'au final, la grande question demeure. Si nous vivons dans la société la plus riche de l'histoire humaine, pourquoi sommes-nous encore l'une des plus anxieuses? L'histoire de l'humanité est un voyage, rempli de découvertes, d'énigmes et de mystères. Certains ont été compris, d'autres défient encore notre compréhension. Et c'est précisément dans ces mystères que nous trouvons les questions les plus fascinantes. Vous êtes sur History Secret. Abonnez-vous à la chaîne et continuez à explorer les secrets de l'histoire. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.